On ne peut pas aujourd'hui en France avoir 30% de mortalité d'abeilles par an et retrouver un taux de production comme on avait par le passé. On est passé de 33 000 tonnes à moins de 15 000 tonnes de miel. On est passé de 6 à 7 000 tonnes d'importation à plus de 25 000 tonnes. Et on est passé d'un taux de mortalité de 5% par an à plus de 30% par an. On connaît les causes. Ce sont les pesticides, l'évolution de l'agriculture avec la monoculture. Et donc il est grand temps que les pouvoirs publics nous écoutent. On est minoritaire dans les organes de décision, c'est-à-dire qu'en fait, l'avenir de l'apiculture, ce n'est pas les apiculteurs, c'est les gens du ministère, l'agrochimie en plus, bien présente, qui veulent nous dessiner notre futur. Et ça, c'est inacceptable. Le gouvernement nous propose des choses pour améliorer la vente de miel et en fait nous, notre problème c'est pas la vente du miel, c'est la production de miel. En France, si vous avez entendu un peu les discours d'aujourd'hui, on consomme 40 000 tonnes de miel par an et en France on n'arrive qu'à en produire 15 000. J'ai perdu 140 ruches cette année, foudroyante, donc toutes mortes d'un coup et ça équivaut à une somme de 90 000 €, mais le pire c'est la perte de l'exploitation. Voilà, et la perte de l'espèce à voie de disparition. On espère que cette fois-ci, les apiculteurs seront entendus. Nous sommes venus confirmer nos inquiétudes graves devant la lenteur du dossier sur les pesticides et sur le fait que nous ne voyons pas aboutir. On nous a baladé, on nous a enfumé avec un plan de développement de l'apiculture durable sans prendre en considération les revendications profondes des apiculteurs. Non aux insecticides néonicotinoïdes, non à l'agrochimie qui continue à tuer nos abeilles. Aujourd'hui, on vient de partout en France pour soutenir nos collègues du comité stratégique apicole, en partant du nord de l'Alsace, de la Normandie, de la Bretagne, des Pays de Loire, de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées, des régions PACA, du Rhône-Alpes, voilà, l'Île-de-France bien entendu. Il y a longtemps que je n'ai pas vu une manif comme ça d'apiculteurs, à une période où on a un boulot énorme dans nos ruches, un temps qui n'incite pas à venir manifester à Paris, perdre une journée. On ne peut pas développer durablement l'apiculture, on ne peut pas installer des jeunes si on continue à massacrer les abeilles. On ne produira jamais suffisamment de miel pour la consommation nationale comme c'est prévu dans le plan si on continue à massacrer les abeilles. Et si on massacre les abeilles, en même temps ces pesticides sont dangereux pour la santé humaine et on va continuer à massacrer les humains aussi. On va appeler ça, les choses par leur nom, c'est un génocide qui a lieu sur les abeilles qui ont soit transhumé en montagne, soit qui sont sédentaires en montagne. À tel point qu'on se demande s'il restera des abeilles sédentaires en montagne. Le bon sens paysan, les gens du terrain voient bien quand même la relation qu'il y a entre l'utilisation de certaines molécules et les problèmes qu'on rencontre dans les ruchers. Il y a eu une époque, les apiculteurs, avec l'abeille tout venant, ils faisaient du miel, ils avaient des cheptels en bonne santé. Donc il faut arrêter d'élucubrer sur l'abeille idéale qu'on va rechercher à grands coups de fric. Non, donnons un environnement sain à nos abeilles et à mon avis, l'apiculture repartira. Et ce qui s'est passé depuis le début de l'année est encore plus honteux. On nous fait un conseil stratégique de l'apiculture où les apiculteurs sont minoritaires. Quelle profession accepterait que son avenir soit décidé par d'autres personnes que les producteurs? Aucune. On a détruit le patrimoine, l'outil de travail, l'actif de structure apicole. Abandonné. Est-ce que c'est normal? Restons rassemblés, l'AMNOSAD, la Confédération paysanne, le SNA, l'UNAF,
C'est tous ensemble que nous parviendrons à faire entendre notre voix qui est juste, qui est responsable et qui va faire en sorte que les futurs apiculteurs pourront sauver leurs abeilles et continuer à faire leur travail. Tous ensemble, merci. Les abeilles sont partout, mais nous les voyons à peine quand elles butinent de fleur en fleur. Elles existent sur Terre depuis bien plus longtemps que l'homme. Et il y a 8000 ans, l'homme et l'abeille sont devenus des partenaires. En 2006, la nouvelle s'est répandue qu'en Amérique, des centaines de millions d'abeilles avaient disparu de leurs ruches. Cela pourrait être le début d'un film de science-fiction, mais ce ne l'est pas. Dès les années 90, les apiculteurs signalaient d'énormes pertes en Europe, dans les Amériques et en Asie. Partout dans le monde industrialisé, les abeilles sont en train de mourir. C'est une vraie catastrophe. Les apiculteurs, désemparés, ne savent plus que faire. Des scientifiques de toutes les disciplines se sont mobilisés pour analyser le problème. En 4 ans, qu'ont-ils appris? La science peut-elle apporter une explication ou un remède? Les abeilles interagissent avec les plantes. Elles se nourrissent du cœur de la nature. Sont-elles des sentinelles en train de mourir pour nous dire que quelque chose s'est cassé dans notre relation à la nature? Est-il trop tard pour sauver de l'extinction ce petit insecte? Pourquoi devrait-on s'en alarmer? Chaque année, les apiculteurs du monde entier font le même rituel. Par un beau jour de printemps, ils ouvrent leurs ruches pour voir comment leurs abeilles ont survécu aux rigueurs de l'hiver. Mais depuis 4 ans, ce rituel est devenu un cauchemar. En Europe et dans les Amériques, les apiculteurs ont perdu 30 à 80% de leur cheptel. Et personne ne sait pourquoi. Pour moi, c'est bien plus qu'une source de revenus. Je suis très attaché à mes abeilles. Je ne supporte pas de voir ça. J'ai l'impression de les avoir laissées tomber. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On aurait sûrement pu faire plus pour les sauver. C'est triste. Mais il faut aller de l'avant en faisant du mieux qu'on peut. Comme des milliers d'autres apiculteurs, Ben Hogan ne récoltera pas de miel cet été. Plus qu'une. Mais ce n'est pas la perte du miel qui pousse des scientifiques comme Bernard Vessière de l'Institut national de recherche agronomique à étudier le butinage des abeilles. Elles sont un chaînon essentiel de l'alimentation humaine. Elles pollinisent la grande majorité de nos cultures, et cela inclut quasiment tous les fruits et légumes. L'importance des abeilles dans le service de pollinisation a été très longtemps ignorée. Donc tout d'un coup, on découvre que les pollinisateurs sont extrêmement importants pour la production d'une partie importante de notre alimentation. Il y a 30%, un tiers en tonnage de notre alimentation qui dépend de l'activité pollinisatrice des abeilles principalement. Donc c'est quand même considérable. Et ça, jusqu'à présent, on l'a toujours pris pour argent comptant, comme le soleil ou l'air. Encore cette année, le quart des colonies québécoises d'abeilles ont été décimées. Les pertes des apiculteurs ont doublé ces 10 dernières années, un problème mondial. C'est quand même une crise. Les gens ont modifié leurs pratiques. Ça devient moins rentable, moins intéressant pour certains de faire de l'apiculture. À Toronto, des environnementalistes dénoncent les ravages causés aux abeilles et aux autres insectes pollinisateurs par les néonicotinoïdes, des pesticides utilisés pour la culture du soya et du maïs, potentiellement cancérigènes et qui paralysent le système nerveux des insectes. La disparition des abeilles menacerait même toute notre chaîne alimentaire. Sans abeilles, nous n'aurions plus que du blé pour le pain, du maïs qu'on pourrait manger, et puis quelques autres céréales comme le riz. Mais il n'y aurait plus ni de fruits, ni de légumes. Ce scientifique souligne que l'Italie a imposé un moratoire complet de 5 ans sur l'utilisation de ces pesticides et que le taux de mortalité des abeilles est revenu à la normale.
Il salue l'initiative ontarienne d'imposer des restrictions pour réduire de 80% l'utilisation des néonicotinoïdes d'ici 2 ans. À un moment donné, si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut le faire par la contrainte. L'Ontario est la première juridiction à agir en Amérique du Nord. Apiculteurs et environnementalistes ont récemment écrit au gouvernement Couillard. Faisons appel au gouvernement du Québec de suivre l'exemple de l'Ontario, en fait, pour mettre en place des limites, sinon une interdiction totale à l'usage de ces produits chimiques. Nous attendons toujours la réponse. Pour sa part, le gouvernement Harper n'a pas l'intention de légiférer. Le ministre fédéral de l'Agriculture soutient même que les colonies d'abeilles ont augmenté ces dernières années. La nature rend des services gratuits. On estime à 1,5 milliard la valeur des services rendus par les abeilles, les papillons, les pollinisateurs sauvages. Et dans les villes aussi, il faut reconquérir la présence de la nature en ville. Et en particulier dans les zones commerciales, on va rendre obligatoire soit les toits photovoltaïques pour produire des énergies renouvelables, soit les toits paysagers pour les toits végétalisés et les façades végétalisées pour permettre aux insectes pollinisateurs de vivre. Le musée d'Orsay, l'Académie française, l'Hôtel de la Monnaie, la place Vendôme, des lieux emblématiques de Paris, tous ont un point commun, ils hébergent gracieusement les abeilles. L'idée a fleuri dans la tête d'Audric de Campo. Cet apiculteur urbain s'est mis d'accord avec les propriétaires pour installer des ruches sur les toits. Bonjour mademoiselle. Une ruche, c'est 15 000 abeilles l'hiver et 50 000 l'été. Au centre, avec cette tache jaune, c'est la reine. C'est elle qui donne naissance à ces ouvrières chargées d'aller butiner le pollen. Alors les abeilles, il faut savoir qu'elles vont jusqu'à 3 km. Et ici, on est donc en plein 7e et on est entouré de fleurs. Quand on pense fleurs en ville, il faut penser arbres. Juste derrière, là, derrière la scène, on a les Tuileries. Les Tuileries, c'est plein de tilleuls, de fleurs, et puis sur lesquels on a du bouleau, du peuplier qui sont très précieux pour le printemps. Et puis ensuite, elles vont aller dans tous les jardins privés, jusqu'aux invalides s'il faut. En France, la production de miel a baissé de façon catastrophique depuis 2016, les abeilles étant victimes de la pollution et du mauvais temps. Mais Paris soigne ces insectes. Depuis 10 ans, la mairie n'utilise plus de pesticides. Les abeilles sont donc plus vigoureuses. On ne peut pas aujourd'hui en France avoir 30% de mortalité d'abeilles par an et retrouver un taux de production comme on avait par le passé. On est passé de 33 000 tonnes à moins de 15 000 tonnes de miel. On est passé de 6 à 7 000 tonnes d'importation à plus de 25 000 tonnes. Et on est passé d'un taux de mortalité de 5% par an à plus de 30% par an. On connaît les causes. Ce sont les pesticides, l'évolution de l'agriculture avec la monoculture. Et donc il est grand temps que les pouvoirs publics nous écoutent. On est minoritaire dans les organes de décision, c'est-à-dire qu'en fait, l'avenir de l'apiculture, ce n'est pas les apiculteurs, c'est les gens du ministère, l'agrochimie en plus, bien présente, qui veulent nous dessiner notre futur. Et ça, c'est inacceptable. On nous a enfumé avec un plan de développement de l'apiculture durable sans prendre en considération les revendications profondes des apiculteurs. Non aux insecticides néonicotinoïdes, non à l'agrochimie qui continue à tuer nos abeilles. Il y a 30%, un tiers en tonnage de notre alimentation qui dépend de l'activité pollinisatrice des abeilles principalement. Jusqu'à présent, on l'a toujours pris pour argent comptant, comme le soleil ou l'air. Sans abeilles, nous n'aurions plus que du blé pour le pain, du maïs qu'on pourrait manger, et puis quelques autres céréales comme le riz. Mais il n'y aurait plus ni de fruits, ni de légumes. Pour moi, c'est bien plus qu'une source de revenus. Je suis très attaché à mes abeilles. Je ne supporte pas de voir ça. J'ai l'impression de les avoir laissées tomber. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On aurait sûrement pu faire plus pour les sauver. C'est triste. Mais il faut aller de l'avant en faisant du mieux qu'on peut.
Aujourd'hui, 2 août, nous avons collectivement consommé toutes les ressources renouvelables de la planète. Concrètement, cela veut dire que si nous souhaitons laisser le temps à la nature de régénérer les ressources qui sont indispensables pour nous, notre air, notre eau, les stocks de poissons, les sols agricoles de qualité, on doit changer en profondeur notre manière de produire et de consommer parce que nous vivons à crédit et forcément, à un moment ou à un autre, nous risquons de passer de la rareté à la pénurie. L'objectif, selon une formule empruntée, c'est de passer d'une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. Une économie de cow-boy où il n'y a pas de limite, à une économie de cosmonaute où, comme dans une station spatiale, si chère à Thomas Pesquet, il n'y a presque pas de déchets, où tout est réutilisé, où nous sommes tout simplement, au sens premier du terme, devenus économes. Et c'est cela d'ailleurs, notamment, l'économie circulaire. Notre planète, c'est un peu, on a tendance à l'oublier, notre vaisseau spatial et il faut faire avec. Et le défi que nous avons à réussir ensemble, c'est bien celui de la transition écologique et solidaire. Et au moment où justement, aujourd'hui, où nous atteignons les limites de notre planète, ce jour où nous avons théoriquement épuisé ses ressources pour l'année, je veux vous dire que rien n'est perdu, bien au contraire. Mais pour cela, il faut que nous ayons une mobilisation plus forte encore. Nous mobiliser pour les énergies renouvelables. Car si les énergies fossiles sont polluantes et limitées, le vent, le soleil, eux, ne s'épuiseront pas en une année. Moi, je crois du fond du cœur à un monde avec 100% d'énergie renouvelable. Et ce monde, il est en train de naître sous nos yeux avec chaque jour des bonnes nouvelles, des découvertes technologiques, notamment pour le stockage de l'électricité, et puis simultanément des prix qui baissent beaucoup plus vite que prévu. Nous mobiliser aussi pour l'agriculture, car on a tendance à l'oublier, mais les agriculteurs sont ceux qui vivent au quotidien avec la nature. Et c'est la nature, le vent, le soleil, l'eau, qui leur permet de produire ce que nous mangeons. Ce sont aussi les agriculteurs qui peuvent protéger, réparer la nature. Là aussi, il y a un nouveau modèle qui est en train de naître sous nos yeux, partout sur le territoire. Un modèle qui encourage les circuits courts où les enfants mangent dans les cantines, les légumes et la viande qui est produite jusqu'à côté en respectant l'environnement. L'agroécologie peut nourrir la planète. Nous avons de nombreuses raisons d'espérer. Encore faut-il que chacun d'entre nous agisse et que nous agissions tous ensemble. Si chacun d'entre nous choisit plutôt d'être un cosmonaute qu'un cow-boy, eh bien l'avenir peut être heureux. Avec notre plan climat, avec les états généraux de l'alimentation, avec la loi de la reconquête de la biodiversité, la France a tous les atouts en main pour construire une transition écologique qui soit effectivement solidaire et au service de chacun des Français. D'abord, ce qui est impressionnant, si vous voulez, c'est l'ampleur du feu. On s'aperçoit, évidemment, on ne se rend pas compte ce que représente 1800 hectares, mais quand on voit l'ampleur du feu, comment il a dévalé des collines, remonté d'autres pentes, ravagé le vallon, et qu'il s'est arrêté à quelques mètres des habitations, on se dit vraiment que voilà, c'est impressionnant. Quand on pense ce que devait être la hauteur des flammes, et les gens qui regardaient le feu devant leur maison, on comprend pourquoi la prévention est quelque chose de totalement nécessaire. Quand on a vu un feu de cette ampleur, je crois qu'ensuite on réfléchit. Je crois qu'il faut que vous montriez les images de manière à dire aux Français que la moindre négligence, le petit mégot qu'on lance depuis la route sur laquelle on roule, ça peut avoir des conséquences funestes, tragiques, avec des morts, des blessés parmi celles et ceux qui affrontent le feu, parmi la population. Est-ce que ça n'illustre pas l'insuffisance des moyens aériens dénoncés par certains habitants? Écoutez, là nous avions beaucoup de moyens qui étaient déployés, mais comme on le disait tout à l'heure, on le voit bien là, à un moment donné il y avait tellement de vent que les moyens aériens ne peuvent pas servir parce que l'eau ne se concentre pas sur l'objectif. Et donc on aurait pu avoir le triple de moyens aériens qu'on n'aurait rien pu faire. Il fallait aller attaquer le feu, je dirais, à pied comme ils l'ont fait là. Et c'est évidemment un travail totalement difficile.
on a vu que les retardants qui avaient été installés n'avaient pas été suffisants et que le feu avait enjambé tout ça. Vous avez vu comment là il a enjambé aussi la route nationale quand il a failli se retrouver de l'autre côté. Moi j'ai survolé tout à l'heure le collège, l'école, on voit évidemment que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Pour ce qui concerne les moyens de la protection civile, nous savons qu'il faut les renforcer encore. Et donc, dans les arbitrages budgétaires, vous savez, un peu complexes, qui sont aujourd'hui effectués, j'ai obtenu que pour la protection civile, nous puissions avoir dans les prochaines années 6 Dash-8 supplémentaires. Donc, alors qu'on est dans une période plutôt de restriction, nous allons accroître les moyens de la protection civile. Cela fait 2 ans que les campagnes sont menées pour pouvoir avoir de nouveau du volontariat. Il y avait eu un creux il y a 2 ans, je crois que le mouvement a repris et nous allons l'amplifier. Comme vous le savez, le Congrès national est précisément en Corse. Donc je m'y rendrai et je dirai à ce moment-là quels moyens le gouvernement va mettre en œuvre pour accentuer ce volontariat, parce que notre dispositif est unique en Europe. Le fait de mêler à la fois sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et je crois qu'il est assez efficace, donc il faut relancer partout ce volontariat. En plus, vous voyez, très souvent, ces pompiers volontaires, en un moment où l'on dit que voilà, dans les villages, il n'y a plus de services publics, très souvent, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires qui forment le dernier lien social. Donc pour moi, c'est extrêmement important. À Fort-Mac-Murray, les flammes ont ravagé une superficie équivalente à 10 fois la taille de Paris. Les feux de forêt sont habituels au Canada, mais ce qui interpelle cette fois est l'ampleur de la catastrophe. Un incendie géant qui serait notamment lié à des températures records dans la région. Un temps chaud, sec et en plus un phénomène amplificateur qui est le réchauffement climatique. Au Canada, une députée écologiste a clairement fait le lien entre le réchauffement de la planète et ces gigantesques incendies. Le changement climatique démultiplie et surtout amplifie les catastrophes naturelles. Dans les cas des feux de forêt, la hausse des températures rend le sol et la végétation plus secs et donc plus fragiles face au feu. Que ce soit aux États-Unis ou en Australie, les méga-incendies sont de plus en plus fréquents. Ces méga-incendies seront beaucoup plus fréquents dans les années à venir, tout simplement car les sécheresses seront de plus en plus importantes dues à l'augmentation de la température. Selon un rapport publié au Canada, la superficie des zones dévastées par des incendies dans certaines régions du pays devrait doubler d'ici 2080. La forêt et l'enjeu de la déforestation et de la reforestation sont clairement pas assez pris en compte à la conférence climat, même si on en parle de plus en plus. Il faut savoir que pour compenser l'empreinte mondiale, il faudrait planter 250 millions d'arbres par jour et à l'inverse de ça, chaque jour on coupe 10 millions d'arbres. Donc on va exactement à l'opposé de là où on devrait aller, alors que la forêt est un excellent piège de carbone et puis surtout, planter des arbres procure de multiples autres bénéfices. L'arbre, c'est aussi un des meilleurs outils, des plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous développez une éolienne ou un panneau solaire, il n'aura jamais la durée de vie possible d'un arbre. Il vous fournira jamais tous ces autres bénéfices. L'enjeu du climat, c'est aussi l'enjeu de l'eau, de la biodiversité, des écosystèmes en général. Et ça, les solutions type énergie alternative, elles ne répondent pas à cette question fondamentalement. L'agriculture, c'est plus de 24% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que tous les transports mondiaux, 18% des gaz à effet de serre. Et sur ces 24%, 10% c'est la destruction de la forêt. Donc en effet, il faut préserver la forêt, mais pas uniquement préserver la forêt, la mettre sous cloche, mais réussir à la combiner avec les besoins des populations locales qui ont besoin de développer des cultures agricoles. Et pour cela, l'agroforesterie et l'agroécologie au sens large, ce sont des outils exceptionnels pour continuer de se développer, diversifier ses revenus et préserver la planète. Action! Je m'appelle Claude Lorius. Je suis un glaciologue. Il y a un lien entre les gaz à effet de serre et le climat. La moindre activité, tu coupes des arbres, tout ça, ça fait du CO2. Plus il y a de CO2 et plus le climat va être chaud.
Les forêts sont le lien entre le ciel et la terre. Elles constituent un écosystème majeur dans le grand équilibre du climat. Les forêts régulent naturellement la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère en le stockant sous forme de matière végétale. C'est pour cela qu'on les appelle des puits de carbone. L'activité humaine récente a augmenté très sensiblement la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Du seul point de vue des arbres, cet afflux de CO2 est bénéfique. Elle stimule leur croissance. Pourtant, cette augmentation de CO2 met aujourd'hui gravement en danger les grandes forêts tropicales. Ce problème se situe au niveau de l'eau dont les forêts ont besoin pour survivre. Une partie de l'eau puisée dans les sols pour la photosynthèse est évaporée par les feuilles sous forme de vapeur d'eau qui se transforme en nuages. En se condensant, ces nuages donnent de la pluie. Les forêts régulent ainsi leur propre cycle de l'eau. Une seule goutte d'eau peut retomber jusqu'à 7 fois sur la forêt amazonienne avant d'être emportée au-dessus de l'océan. Le bouleversement climatique est en train de modifier considérablement le régime des pluies sur la planète. Dans les zones tropicales, les forêts ne sont plus assez arrosées et sont extrêmement fragilisées. Dans les zones tempérées, les épisodes de sécheresse se multiplient et avec eux, les risques d'incendie. Brûlant, les forêts relâchent dans l'atmosphère les millions de tonnes de CO2 qu'elles avaient stockées depuis des siècles dans leurs troncs ou dans leurs branches. Ce relargage massif de gaz à effet de serre aggrave fortement le phénomène du réchauffement climatique. La disparition de millions d'hectares de forêts à travers le monde réduit d'autant plus l'absorption du CO2 atmosphérique par les végétaux. Le cercle vicieux se referme. À l'heure où l'homme essaie de limiter le réchauffement climatique, les forêts sont plus que jamais nos alliés les plus précieux. Réussir l'alimentation de 10 milliards d'individus, 12, 9, enfin peu importe, c'est réussir la paix et la démocratie pour tous. Louper cette étape-là, c'est la dictature et la guerre. Donc on est dans la période de l'arme alimentaire qui va être mise à son plus haut niveau. La paix ou la guerre grâce à l'alimentation. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les enjeux sont colossaux pour une société. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le système agroalimentaire tel qu'il est hérité des années 1960, en fait,
avec le paradigme productiviste qui a caractérisé la mise sur pied de la politique agricole commune et d'autres politiques dans d'autres régions du monde à l'époque, c'est aujourd'hui un système qui est de plus en plus contesté. On voit partout les impacts en termes d'épuisement des sols et d'impact sur les écosystèmes, réduction de l'agrobiodiversité, absence de développement rural, absence aussi de réduction effective de la faim et de la malnutrition. Et on est à la recherche d'autre chose. Malheureusement, il y a une sorte d'absence de confiance dans les alternatives qui sont présentées. Et il faut faire mieux connaître les expériences positives qu'on a de plus en plus, qui commencent à faire école, mais que les gouvernements ne parviennent pas encore à prendre suffisamment en compte dans leur politique. Et je dirais que là-dessus, il y a aussi un peu tout à construire, hein, parce qu'on a besoin de compétences, de points de vue qui, jusqu'à maintenant, étaient plutôt dans les enseignements, dans les politiques publiques et dans le conseil, étaient plutôt séparés. Donc il y a aussi à inventer ce système-là. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'agroforesterie, ce côté hybride entre des mondes qui se sont plutôt ignorés jusqu'à maintenant. Et effectivement, il y a des agriculteurs, quelques chercheurs pionniers aussi, qui ont remis ces systèmes au goût du jour relativement récemment. C'était beaucoup d'agriculteurs qui se posaient des questions indépendamment et qui avaient peur d'aller plus loin pour peur de passer pour. Voilà. Ah, moi j'y ai pensé, mais tout seul. Moi aussi j'y ai pensé, mais bon, tout seul, qu'est-ce qu'il va penser le voisin? Voilà, c'est souvent ça. Oui, mais la convention dit il faut labourer, il faut désherber, il faut mettre les fongicides, il faut faire ci, il faut faire là. On nous a appris, dans l'éducation agricole, on nous a appris ça. Alors, on se pose la question maintenant. Sauf que tout seul, on n'a pas envie d'y penser. À 2, on en parle. À 3, on en discute. À 10, on fait des choses. À 30, eh bien, voilà, c'est parti. 2007, c'était une année de sécheresse. On est allé voir un mec qui se met en semi-direct dans de la paille. On s'est dit, ce mec est fou. Et puis, au printemps, quand on est retourné voir son blé, il était 3 fois plus beau que le nôtre. On s'est dit, là, il y a un problème. Du coup, on a sauté le pas, on s'est mis à 2 parce que c'est aussi important d'avoir le cran, d'avoir la possibilité déjà financière et économique de sacrifier nos 2 parcelles pour faire des essais de ce type-là et d'avoir le cran et de pouvoir investir dans du matériel nouveau. Et donc, on a réussi à sauter le pas à 2 et au final, on s'est rendu compte que ça marchait, c'était une alternative qui était viable et du coup, ça y est, on a un semoir chacun, on s'est équipé et c'est aussi ce qui m'attire dans le fait de reprendre, c'est qu'on n'est pas resté dans un système classique, on n'est pas resté buté avec des œillères dans un système traditionnel. On s'ouvre à d'autres choses, on cherche d'autres choses et c'est d'autant plus intéressant, motivant et passionnant de chercher à améliorer son système pour être le plus efficient possible et le plus à la page possible. Moi, je suis toujours parti du principe que malheureusement, dans l'agriculture, chaque année est une expérience. Mais un agriculteur, dans sa carrière, fait une quarantaine d'expériences. Il se rate, c'est un an de perdu. Aujourd'hui, vous bricolez quelque chose, je ne sais pas, vous fabriquez un meuble, vous le ratez, le lendemain, vous en fabriquez un autre, c'est pas un problème. L'agriculture, un semi-raté, c'est un an. Donc, eh bien, on multiplie le nombre d'expériences, on gagne autant en année. Voilà. L'idée, c'est la démarche de progrès et je vais dans un nouveau monde. Hein, et je rentre et j'affiche mon nouveau monde. C'est le monde où le végétal est essentiel, d'accord ? Et moi, je suis un agriculteur, un homme, un technicien, je ne sais pas. Je vends des intrants, je fabrique des machines. Je dois le gérer au mieux possible pour arriver à l'acte final, produire sans polluer. Parce que si je dégrade ma machine de gestion écosystémique, je suis à peu près sûr de me ratatiner. C'est ce que me montrent, en fait, les avatars du XXe siècle. Quand je détruis la nature, eh ben, je suis à peu près sûr que je pourrais y laisser ma peau. Et donc, si je regarde dans le potentiel du végétal, eh bien, je sais qu'il est capable de nourrir des milliards et des milliards d'individus. La biodiversité, c'est quand même ça. Hein. Donc, je suis en plus sûr de ne pas manquer jamais. Pourquoi? Parce qu'avec rien, 0,04% de CO2 dans l'air, je fais tout. C'est assez étonnant qu'il n'y ait rien besoin de faire en forêt, n'est-ce pas? On n'arrose pas, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides, on ne met rien, enfin, pas d'herbicides. Et pourtant, ça fait des végétaux particulièrement admirables. Il y a donc dans la forêt une série de recettes qu'on aimerait bien voir adaptées à notre agriculture.
Pour moi, de toute évidence, la solution, elle est là. Quand on dit projet de territoire, c'est ressources de territoire, on la voit, elle est un petit peu partout dans les bassins versants. Et utilisation dans les territoires aussi, quand on parle de biomasse, c'est du chauffage, c'est du paillage, c'est énormément de débouchés qui sont disponibles. On a un séchage collectif de maïs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on a des bois, on a tous des bois, pourquoi ne pas faire de la plaquette pour revaloriser, pour faire tourner ce séchoir? C'est peut-être des solutions quand même envisageables. Et après, où je suis persuadé qu'il y a un manque à gagner terrible, c'est toutes nos bordures de ruisseaux, toutes nos bordures de champs qu'on broie sur place, et puis qu'on pourrait très bien ramener dans les champs en BRF. Et pour moi, c'est un peu une catastrophe écologique, en plus de les broyer, que ça part tout dans les rivières. Alors qu'on pourrait le revaloriser dans nos parcelles. Inévitablement, il y aura des bénéfices à tout point de vue. Je parle simplement en économie directe. Et si après on veut se positionner sur de l'économie indirecte, c'est du stockage de carbone, c'est de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et ça, on n'est pas capable aujourd'hui de le quantifier correctement, mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être mettre des chiffres. Pour moi, l'agroforesterie, c'est redonner la place légitime qu'a l'arbre au sein d'un système de culture. Donc que ce soit au sein d'un système de grande culture, de maraîchage, de vignes, d'élevage. Il peut y avoir beaucoup de types d'agroforesterie différentes, mais elles ont toutes l'objectif de remettre l'arbre dans le système. Pour moi, ça constitue de plus en plus en fait la clé qui va permettre de relier les différentes réalités, les différentes problématiques liées à l'agriculture aujourd'hui. Voilà, après avoir fait un stage de 6 mois dessus, je me rends compte que ça permet de donner des réponses et de susciter des questionnements sur comment répondre aux problématiques du sol, de l'eau, de la diversité, donc notamment des revenus des agriculteurs. Voilà, comment répondre à beaucoup de choses et de manière concentrée autour de la problématique de l'arbre. Ça sera enfin de nouveau une agriculture qui va parler aux jeunes. Actuellement, les jeunes ne veulent pas travailler en agronomie, ça sent mauvais, c'est de la chimie, c'est des pesticides, c'est des machines. On se rend compte qu'elles écrasent la terre, elles écrasent notre mer. Les jeunes ne veulent plus de ça, ils préfèrent être dans une activité neutre. Et le jour où on refera une agriculture saine qui fait envie, qui redonne du temps au temps, on est entouré d'arbres. Et être entouré d'arbres, ça donne des siècles à la vie humaine, en fait. Est-ce que celui qui n'est pas capable de se remettre en question, il y en a combien qui ont arrêté? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Et aujourd'hui, on se retrouve plus qu'avec 300 000 agriculteurs. Mais si on a eu des politiques autrement, aujourd'hui, il y aurait peut-être 2 millions d'agriculteurs et on produirait le double en France. Depuis 15 ans, on nous dirait, vous mettez en place des couverts, vous avez un bonus de temps. Ce sera un peu plus agréable. Oui. Un exemple, il a fallu des années pour faire comprendre qu'un couvert 100% légumineuse, c'était l'idéal. C'était bénéfique. C'est bénéfique. Alors que là, c'est interdit. Oui. C'est interdit. Enfin bon, c'est que des aberrations comme ça, quoi. Voilà. Il faudrait que la nouvelle PAC laisse l'agriculteur libre de choisir sa manière de cultiver. Un agriculteur qui veut cultiver avec des arbres doit avoir le droit de le faire et ne pas être pénalisé. Si on fait l'inverse, on pénalise ceux qui font des efforts. Donc aujourd'hui, nous demandons que tous les agriculteurs qui respectent la trame verte, qui respectent des composantes naturelles dans l'environnement, soient favorisés ou au moins soient à égalité avec les autres. Ça, c'est le changement fondamental que nous devons avoir. Les systèmes agroforestiers, pour moi, ce sont vraiment une très belle façon d'associer la soutenabilité en agriculture et la soutenabilité apportée par les forêts ou les plantes forestières, toutes issues de la nature. C'est une très belle association. Je pense que la politique agricole commune offre des éléments pour soutenir cette expérience. Et dans mon souhait serait qu'elle retrouve une reconnaissance plus directe, plus claire, plus décidée dans la réforme qui est en train d'être discutée. Allez, on va le faire goûter, oui. Le magret agroforestier, il est là en exclusivité aujourd'hui, en exclusivité à Paris au Salon de l'Agriculture, le premier magret agroforestier labellisé, il est là, on le goûte. Est-ce qu'il est bon le magret agroforestier? Le canard est sous les arbres, agriculture, environnement,
plus de conflits, plus de problèmes. On se parle, on discute. Et à l'heure où on se pose des questions sur le changement climatique, ça a du sens. Ça a du sens. Enjeu public, enjeu collectif. Donc ça concerne le plus grand nombre, c'est un enjeu de société. Et ce qui se retrouve dans l'assiette, le jour où c'est un produit agroforestier, avec tout ce que ça veut dire en termes de protection du sol, de couverture de sol, donc avec ces associations de plantes et de couverture permanente des sols, ben c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas le même paysage, et c'est 2 fois plus d'agriculteurs et de services qui vont avec. C'est absolument indispensable que l'agroforesterie progresse beaucoup plus vite. Malheureusement, la course de vitesse qui est engagée me paraît relativement mal engagée. Je sens un intérêt de plus en plus, je sens un appétit pour des nouvelles solutions, mais les réalisations concrètes demeurent, je dirais, faibles au regard des espérances. C'est vraiment un enjeu qui doit être pris au sérieux par les gouvernements, qui est un enjeu pas seulement pour les agriculteurs et pas seulement pour les associations de défense de l'environnement, c'est un enjeu vraiment pour l'avenir de la capacité de la planète à se nourrir à l'avenir. Et peut-être qu'à un moment donné, l'agriculture doit reprendre en main toute l'agriculture. Donc maintenant, eh bien, on va reconstruire. Alors, le thème que je vais aborder dans la conférence est celui de la relation entre notre alimentation et le réchauffement climatique. À savoir que fabriquer des aliments, ça se traduit quand même par des émissions de gaz à effet de serre, et la question devient un petit peu de savoir dans notre alimentation comment on pourrait, à travers cette alimentation, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et on verra parfois, y compris, on peut séquestrer du carbone dans les sols. Alors les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment l'industrie agroalimentaire, c'est aussi quand nous préparons nos plats, c'est aussi la réfrigération, mais ça c'est les aspects, je dirais, mineurs. Pour l'essentiel, les émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation, c'est l'agriculture elle-même, à hauteur de 57%, et le reste c'est le transport, de l'ordre de 15%, et dans les 15%, assez curieusement, les gens ne le savent pas, mais c'est le transport quand les gens prennent leur voiture pour aller dans un supermarché, déposer leur voiture sur un parking, faire leurs courses et retourner à la maison. Et donc là, effectivement, on pourrait commencer à dire, si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, plus encore que le transport des yaourts, des marchandises qui vont d'un endroit à l'autre de la France ou de l'Europe, c'est déjà réhabiliter le commerce urbain et éviter ce déplacement du centre-ville vers la banlieue avec sa voiture pour ensuite ne transporter qu'un cabas de nourriture. Après, c'est effectivement dans l'agriculture qu'on peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à séquestrer du carbone. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire les émissions de gaz carbonique, ça c'est éviter les labours et c'est éviter la déforestation. Alors en France, il y a très peu de déforestation, mais quand nous mangeons des poulets qui sont élevés avec du maïs et du soja brésilien et qu'il a fallu déforester la forêt amazonienne pour nourrir nos poulets, nous contribuons malgré tout à la déforestation, même si ça se passe dans les pays du Sud, par exemple Argentine et Brésil. Le deuxième gaz, c'est le méthane. Le méthane, c'est quand les vaches ruminent. Là, effectivement, le méthane est un gaz plus réchauffant encore que le gaz carbonique. Et c'est la deuxième contribution mondiale au réchauffement climatique. Alors là, il faut être honnête, ce n'est pas tant les élevages du Massif central, ni même les éleveurs bretons, mais c'est surtout les grands ranchs d'élevage Brésil, Argentine, ou alors les vaches sacrées en Inde, qui, vous savez que l'Inde est le premier producteur mondial de lait au monde, mais la production de lait n'est que de 2 à 3 litres de lait par vache, donc ça fait peu de litres de lait par humaine, ça fait beaucoup de méthane par litre de lait, et c'est surtout, j'allais dire, dans ces deux catégories de pays que l'on pourrait assez facilement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Assez facilement, j'entends sur le plan technique, parce que dire aux vaches sacrées de produire soit davantage de lait ou d'être maniées autrement, ça c'est effectivement peut-être sans doute beaucoup plus difficile. Et puis un gaz dont on parle très peu, qui est le troisième à l'échelle mondiale dans la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, mais qui est le premier dans les pays industriels et en particulier en France, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote en France représente plus de 51%
de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique global et au dérèglement. Et là, c'est un gaz qui est émis quand on épand des engrais azotés de synthèse. Donc ça ne concerne pas l'élevage, ça concerne plutôt l'agriculture. Et là, très clairement, le plus facile, techniquement parlant, en France, pour réduire la contribution de notre alimentation au réchauffement climatique, ce serait de ne plus mettre d'engrais azotés de synthèse, de remplacer cette fertilisation chimique par une fertilisation biologique via des plantes qu'on appelle de l'ordre des légumineuses, qui permettent de nourrir des ruminants, qui permettent de nourrir des cochons et des volailles, qui nous éviteraient d'importer du soja en provenance du Brésil, qui nous éviterait de la déforestation au Brésil et qui nous éviterait en France les épandages d'engrais azotés de synthèse et ces émissions de protoxyde d'azote. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit. Tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? Non. C'est impossible à expliquer. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Ce que je dis vaut pour la communauté internationale. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, c'est que la situation est très dégradée. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, qui a pris la place de la République. C'est pas l'énergie qui me manque. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif. Et nous n'y arriverons que si un gouvernement, dans son ensemble, a la même impulsion, la même ambition, la même feuille de route, la même vision. Quand des quartiers se paupérisent, se ghettoisent, il ne peut y avoir que des difficultés. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc nous sommes en face de problèmes immenses. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. Nous finissons par former une vraie famille. Voilà, c'est ça, la police, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, une convergence entre les femmes et les hommes qui le composent, à quelque niveau qu'ils soient. On peut essayer de choisir dans l'économie ce qui participe à la solution. Il y a aussi des grandes opportunités dans la transition écologique, énergétique. Vous avez même dans le modèle agricole la possibilité de passer dans un modèle agricole qui soit intensif en emploi et non pas intensif en pesticides.
Un plan de souveraineté alimentaire en protéines végétales, est-ce qu'il a été sérieusement envisagé? Une agriculture qui se passe des pesticides, c'est tout bon pour les agriculteurs, même sur le plan économique. Les externalités négatives du modèle agricole aujourd'hui, mais regardez-les si on a une vision macro, croyez-moi, il vaut mieux mettre l'argent en amont que le mettre en aval. Vous voyez, cela fait 1 mois et demi que ma montre est cassée, donc je prenais l'heure sur mon téléphone portable, mais ils m'ont offert une montre gravée à mon nom. L'humanité a tous les outils technologiques et économiques pour faire un saut qualitatif, mais tout se joue dans les 10 ans qui viennent. Au niveau européen, l'Europe a un rôle fondamental à jouer, et l'Europe n'a jamais été autant divisée sur ce sujet-là. Il semblerait que ces derniers jours, c'est la mécanique gouvernementale qui s'est un petit peu enrayée. Non, je vous rassure, d'abord, il y a un cap des institutions, un gouvernement au travail et le service du pays et du peuple français. C'est ça qui compte. Le reste, ce sont des péripéties. Il ne s'agit pas d'une crise politique. Non, mais je ne ferai pas d'autres commentaires. Vous savez, moi, je ne suis jamais dans le commentaire. Je suis dans l'action. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce que les Français attendent. À force de l'annoncer, on avait fini par ne plus y croire. Et pourtant, aujourd'hui, la France est en faillite. Le porte-parole du gouvernement l'a officiellement reconnu il y a à peine quelques minutes. L'État français est en cessation de paiement. Nous ne sommes pas le premier État en faillite. C'était en 2008, il y a 9 ans, au début de la grande crise financière. Ces 3 années qu'on a appelées les 3 affreuses. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La situation aujourd'hui est très sérieuse, elle est même dangereuse. Conséquence de la hausse des matières premières. Des millions de gens à travers le monde ont peur. La crise financière continue. Résultat, la récession et de nouvelles dépenses publiques. Très dures, surtout pour les pays les plus endettés. Jusqu'à présent par le gouvernement. Ce que vous nous dites, Philippe, ce matin, c'est que